Condamné à 20 ans d'emprisonnement avec une amende de 654,815 millions de francs CFA par le tribunal criminel spécial le 1er novembre dernier, l'ex-directeur de l'agence de régulation des télécommunications, Jean-Louis Bemengue, est également condamné au paiement solidaire de 389,720 millions de francs CFA pour l'infraction de coaction de détournement de biens publics, de 237,233 millions de francs CFA pour l'infraction de détournement et 27,862 millions de francs CFA au titre des frais de procédure et dépens. Placé en détention préventive depuis août 2019 et conformément à l'article 53 du Code pénal, il lui reste 18 ans à passer derrière les barreaux. Au cours de l'audience, le tribunal qui a admis l'accusé au bénéfice des circonstances atténuantes l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement et a prononcé la déchéance de 10 ans d'emprisonnement après l'expiration de la peine. Il faut dire qu'au cours de ce procès, l'agence de régulation des télécommunications s'était constituée en partie civile. Les biens de l'accusé condamné ont été saisis et font l'objet de confiscation. Il dispose de 48 heures à compter du prononcé de la sentence pour contester la décision devant la Cour suprême. Depuis le 1er novembre et ce jusqu'au 5 novembre 2021, il se tient dans les 10 régions du Cameroun une campagne de vulgarisation de la stratégie nationale de développement, en abrégé SND 30, lancée par le ministère de l'économie. Il faut dire que les travaux qui se tiennent depuis le 1er novembre dernier dans les chefs-lieux de région ont pour but d'assurer une large vulgarisation de la stratégie nationale de développement 2020-2030 qui constitue le nouveau cadre de référence de toutes les actions de développement en vue de son appropriation par l'ensemble des acteurs et de son implémentation. Durant ces 5 jours, il est question de partager avec l'ensemble des acteurs régionaux les objectifs, les considérations clés, les principes directeurs, les orientations stratégiques, les réformes et plans phares de la SND 30. Sur le plan opérationnel, il s'agira de partager avec l'ensemble des participants, d'échanger sur le dispositif de mise en œuvre et de suivi évaluation de la SND 30, de sensibiliser l'ensemble des acteurs de développement sur la nécessité de coordination et ou de synergie d'action en vue d'atteinte des objectifs de la SND 30. Et au terme des travaux, il est envisagé la production de 10 rapports régionaux des ateliers de présentation de la SND 30 en raison des rapports par région et la production des rapports nationaux, synthèse des 10 rapports régionaux. Dans un communiqué signé du ministre camerounais de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, la 3e campagne nationale de vaccination, initialement prévue du 27 au 31 octobre 2021, se tiendra du 17 au 21 novembre prochain. Il faut dire que cette 3e campagne nationale de vaccination se tiendra dans les formations sanitaires par les équipes mobiles dans les lieux publics et communautaires. Il s'agit notamment des marchés, lieux de culte, chefferies, administrations et entreprises. Selon le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, cette vaccination sera précédée par des sessions d'échange avec les populations et les acteurs sociaux à différents niveaux de la pyramide sanitaire. Il faut relever que cette 3e vague de vaccination intervient au moment où une 3e vague de la pandémie est en cours avec des variants plus contagieux. Une situation qui a d'ailleurs incité certaines administrations à brandir l'obligation vaccinale pour y accéder. Paradoxalement, la plupart des Camerounais sont frileux au vaccin. À peine 400 000 sur plus de 25 millions sont déjà vaccinés, alors que le gouvernement espère en vacciner au moins 5 millions d'ici décembre prochain. Un sacré défi que l'État veut relever en multipliant les campagnes de vaccination tout en appelant les populations à observer strictement les mesures barrières pour lutter efficacement contre la pandémie. Ils sont environ près de 1000 militaires à avoir été admis à la retraite le 1er novembre dernier par le président de la transition guinéenne. C'était au cours d'un discours à la nation le 31 octobre dernier à l'occasion de la création de l'armée guinéenne qui se célèbre le 1er novembre de chaque année. Selon le colonel Mamadi Doumbouya, président guinéen de la transition, bâtir une armée moderne passe aussi nécessairement par le respect des droits des personnels des forces de défense et de sécurité, y compris celui de bénéficier d'une retraite digne qui ne doit en aucun cas être considérée comme une punition. C'est un droit. Durant son discours, il a indiqué que tous les militaires à la retraite bénéficieront de l'attention et de l'accompagnement des autorités. Ils quittent l'armée avec tous les honneurs, nous ne les oublierons pas, car la relève qu'ils ont formée avec brio des années durant leur sera reconnaissante à jamais. Quant aux forces de défense et de sécurité, elles sont appelées à améliorer leurs prestations afin de donner au concept Armée-Nation un contenu réel au-delà des discours, a-t-il souligné. En ce qui concerne l'amélioration progressive des conditions de vie et de travail des militaires, le chef suprême des armées
armée a annoncé qu'il veillera personnellement à la mise en œuvre prochaine d'une loi de programmation militaire adaptée aux besoins des armées. Après de multiples retards, la Somalie a commencé le 1er novembre dernier le processus d'élection des représentants de la Chambre basse du Parlement. Il faut dire que cette nouvelle étape du processus longtemps retardée débouchera sur la désignation d'un nouveau président de la République. Lors d'un scrutin qui s'est tenu sous haute sécurité à Mogadiscio, les deux premiers parlementaires de la prochaine Chambre basse fédérale, composée de 275 membres, ont été élus. Il faut noter que selon le système électoral indirect somalien, près de 30 000 délégués de clans sont chargés de choisir les 275 députés de la Chambre basse, tandis que les 5 assemblées législatives des États de la Somalie élisent les sénateurs de la Chambre haute qui compte 54 membres. Et ce sont les élus des deux chambres qui voteront ensuite pour le prochain président. Il faut souligner que c'est à cause des tensions récurrentes au plus haut niveau de l'État que le processus électoral a été retardé pendant plus d'1 an. Il faut par ailleurs relever que le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, avait vu son mandat expirer le 8 février sans avoir pu s'entendre avec les dirigeants régionaux sur l'organisation des élections, ce qui avait déclenché une crise constitutionnelle. Et l'annonce de la prolongation de son mandat pour 2 ans en avril avait provoqué des affrontements armés à Mogadiscio. Dans un geste d'apaisement, Farmajo avait chargé Rob, son premier ministre, d'organiser les élections. Mais dans les mois qui ont suivi, les deux hommes se sont livrés à une dangereuse escalade à travers des nominations à des postes sécuritaires clés. En octobre dernier, le président Farmajo et son premier ministre Rob ont accepté d'enterrer la hache de guerre en lançant un appel commun à accélérer le processus électoral. Il faut dire que le dernier suffrage direct en Somalie remonte à 1969, année où Siad Barre est arrivé au pouvoir par un coup d'État avant de s'y maintenir pendant 2 décennies. Suite à la libération de plusieurs hauts fonctionnaires et personnalités de l'ancien régime d'Omar el-Béchir par le procureur général Moubarak Mahmoud, le chef de la junte soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, l'a démis de ses fonctions le 31 octobre dernier. Il aurait également ordonné l'arrestation de tous ceux qui ont été libérés sous ordonnance du procureur général. Il faut dire que de dizaines de milliers de personnes manifestent dans les rues du pays depuis le coup d'État pour demander le retour d'un gouvernement civil. Les commerces ainsi que les banques soudanaises ont fermé leurs portes en signe de désobéissance civile. Le premier ministre déchu Abdelrahman Adok, assigné à résidence depuis le coup d'État militaire du 25 octobre dernier, s'est exprimé lors d'une réunion avec les ambassadeurs des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Norvège. Pour ce dernier, la libération des ministres et le rétablissement du gouvernement civil pourraient ouvrir la voie à une solution dans le pays. La dernière ligne droite du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 se jouera dans quelques jours. Un mois après leur double confrontation contre le Mozambique, les Lions indomptables du Cameroun entreront en stage bloqué du 8 au 16 novembre 2021 pour préparer les 2 derniers matchs de l'avant-dernier tour des éliminatoires du Mondial 2022, respectivement contre le Malawi et la Côte d'Ivoire. C'est à ce titre que les Flammes malawites recevront les Lions indomptables à Johannesburg en Afrique du Sud. La rencontre Malawi-Cameroun aura lieu le 13 novembre prochain. Ensuite, les Lions indomptables affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire le 18 novembre à Douala. Il faut dire que ce match de la 6e journée pourrait être décisif si, avant le Malawi concède une défaite devant le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'impose aussi à Abidjan devant le Mozambique. Après l'élimination prématurée des Malawites et des Mozambicains, les Camerounais et Ivoiriens se disputent l'unique ticket d'accès au 3e et dernier tour mis en jeu dans le groupe D. À titre de rappel, 40 équipes s'affrontent dans 10 groupes de 4 chacun. À l'issue de ce 2e tour, les 10 champions de groupe seront qualifiés pour le 3e tour. Ils disputeront 2-2 un barrage aller et retour programmé au mois de mars 2022 avant de désigner les 5 pays qui vont représenter l'Afrique à la phase finale prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.